Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne de Nicodo. Aujourd'hui, la parole est à la défense d'Idriss Aberkan. Idriss Aberkan est connu du grand public notamment pour son best-seller Libérez votre cerveau, traité de neurosagesse pour changer l'école et la société, dans lequel il nous invite à mettre en œuvre des processus d'apprentissage plus neuroergonomiques, c'est-à-dire mieux adaptés au fonctionnement de notre cerveau. Ce livre n'a pas de vocation purement scientifique ou académique, il s'agit plutôt d'un plaidoyer en faveur d'une réforme, voire même d'une révolution, dans notre manière d'envisager et d'organiser l'éducation, l'enseignement et l'apprentissage en général. Idriss Aberkan donne également de nombreuses conférences à ce sujet et a créé sa propre chaîne YouTube. Dans Libérer votre cerveau, Idriss Aberkan constate que le jeu est un mode d'apprentissage utilisé par beaucoup de mammifères. Si vous avez eu des chatons ou des chiots, vous aurez effectivement constaté que les jeux prennent une place prépondérante dans leur développement. Si l'évolution a conservé cette forme d'apprentissage, c'est qu'elle est d'une efficacité redoutable. Or, dans nos sociétés, on a parfois l'impression que l'apprentissage est le prix de l'effort ou le prix de la souffrance. Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que certains élèves finissent par se braquer face à des matières dans lesquelles ils éprouvent des difficultés. En mathématiques, par exemple, on a parfois l'impression que la communication ne passe carrément pas entre le professeur et l'élève, comme s'ils ne parlaient pas la même langue. Et pourtant, les mêmes élèves sont méconnaissables quand ils jouent. Ils sont capables d'assimiler et de retenir une foule d'informations et de procéder à des opérations complexes, même d'ordre mathématique, dès qu'il s'agit de jouer sur leur PC, leur tablette ou leur smartphone. Ils peuvent aussi rester concentrés durant des heures sur un jeu, alors qu'ils décrochent après quelques minutes en classe, voire quelques secondes. Ce n'est donc pas un problème d'aptitude ou de capacité de l'élève, mais plutôt quelque chose qui le bloque dans le contexte scolaire. Et cette inhibition disparaît dès qu'il joue. Nos sociétés ne perçoivent pourtant pas le jeu comme un moyen d'apprendre, mais plutôt comme un passe-temps, voire une perte de temps. Pour nous aider à comprendre d'où provient ce blocage psychologique, Idriss Aberkan cite l'exemple d'une méthode utilisée par les dresseurs d'éléphants. Ils attachent l'éléphanteau dès son enfance à une petite chaîne ou une simple corde, et comme il est alors trop faible pour la briser, il finit par accepter son incapacité. Mais une fois devenu adulte, il reste dans cette croyance. Bien qu'il soit suffisamment fort pour se libérer, il ne pense même pas à essayer de s'échapper. Cette méthode aurait été expliquée à Napoléon, qui s'étonnait qu'un éléphant adulte ne tente pas de s'échapper d'un cirque alors qu'il n'était retenu que par une corde de chanvre. Cette histoire d'éléphant m'a immédiatement fait penser à une autre histoire. Le sort de l'éléphant, c'est en fait un peu l'inverse de la légende selon laquelle le bourdon ne devrait physiquement pas pouvoir voler, mais comme il ne le sait pas, il s'en fiche et il vole. L'éléphant au contraire est physiquement capable de briser son lien, mais comme il s'en croit incapable, il ne pense pas à le faire. À l'éléphant s'appliquerait un peu la citation de Sénèque: ce n'est pas parce que c'est difficile qu'on n'ose pas, mais c'est parce qu'on n'ose pas que c'est difficile. Et au bourdon s'appliquerait la phrase de Mark Twain: ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Appliquée à un élève en difficulté, cette théorie nous apprend que, même si son cerveau est parfaitement capable de résoudre des exercices de mathématiques par exemple, l'élève peut se convaincre que c'est trop difficile pour lui. Peut-être est-ce à cause de mauvaises notes précédentes, ou de remarques désobligeantes ou d'humiliation. Toujours est-il que, confronté à un problème de mathématiques, l'élève se bloque, comme si son cerveau lui envoyait le message: ce n'est pas pour toi, n'essaye même pas, tu n'en es pas capable. Or, si ce n'est pas la structure du cerveau de l'élève qui est en cause, il devrait être possible de surmonter cette inhibition qui est d'ordre psychologique. C'est surtout cette question qui m'a intéressé dans les idées défendues par Idriss Aberkan, car elle m'a rappelé deux expériences de psychologie déjà relativement anciennes dont je voudrais vous parler. Ces expériences ne sont pas citées par Idriss Aberkan dans son livre, mais leurs résultats vont tout à fait dans le sens de son propos. La première de ces expériences a été menée dans les années 70 par Richard Miller, Philip Brickman et Diana Bollen. Dans cette expérience, des groupes d'étudiants ont été soumis successivement à 3 tests de mathématiques. Après un premier test de contrôle, ils ont reçu divers types d'encouragement de la part de leurs professeurs. La première forme d'encouragement, appelée persuasion, portait sur leur motivation ou leurs aptitudes. Le professeur leur disait par exemple: tu dois plus travailler, ou tu dois être bon en mathématiques. Le second type d'encouragement, appelé renforcement, était l'expression du sentiment du professeur à l'égard de l'élève. Par exemple: je suis fier de ton travail en mathématiques, ou je suis content des efforts que tu as faits en mathématiques. Un troisième groupe d'élèves a reçu quant à lui des attributions internes, c'est-à-dire des encouragements faisant appel à leurs qualités intrinsèques, réelles ou supposées, du type:
Tu es doué en mathématiques. Tu as bien travaillé en mathématiques. Tu as fait de gros efforts en mathématiques. Et il y avait également un groupe contrôle qui n'a reçu aucun encouragement. Les étudiants ont ensuite été soumis à un second test qui a permis d'évaluer l'effet immédiat de ces encouragements sur leurs résultats. Ils ont enfin été soumis à un troisième test, 15 jours plus tard, cette fois sans encouragement préalable. Le but de ce troisième test était de mesurer la persistance des effets de l'expérience dans le temps. Les résultats de ces tests ont démontré que toutes les techniques d'encouragement avaient eu un effet positif à court terme. Mais lors du test réalisé 15 jours plus tard, il est apparu que les attributions internes, c'est-à-dire celles qui valorisent les qualités intrinsèques des élèves, étaient les plus efficaces et conservaient une influence positive à plus long terme. Ce type d'attribution est également appelé étiquetage en psychologie de l'influence. Pour reprendre l'exemple de l'éléphant, on peut donc imaginer que si on pouvait lui expliquer qu'il est plus fort qu'il ne le pense, il surmonterait peut-être son blocage et il tenterait de briser le lien qui le retient. Il y arriverait forcément, et cette réussite le conforterait dans l'idée qu'il est effectivement très fort. Ne s'agit-il pas là d'une première piste pour aider les élèves à se désinhiber par rapport au blocage psychologique qu'ils rencontrent dans certaines matières? Ne serait-ce pas une manière de les convaincre de tenter quelque chose, pour qu'ils ne restent pas dans la croyance qu'ils en sont incapables, qu'il est inutile d'essayer, qu'ils n'y arriveront pas? La seconde expérience dont je voudrais vous parler a été publiée en 2001 par Pascal Huguet, Sophie Bruno et Jean-Marc Monteil. Dans cette expérience, des groupes d'élèves ayant des résultats scolaires variés ont été soumis à un test neuropsychologique basé sur une variante de la figure complexe de Ray. La figure complexe de Ray est notamment utilisée pour évaluer le développement cognitif des enfants. Dans l'expérience de 2001, la figure que vous voyez à l'écran était montrée aux élèves durant un temps limité. Ils devaient ensuite la reproduire de mémoire. À un premier groupe d'élèves, le test a été présenté comme un exercice à réaliser dans le cadre du cours de dessin. Dans ce premier groupe, les élèves ont obtenu des résultats ne présentant pas de différence significative entre les bons et les mauvais élèves. Dans un second groupe d'écoliers, également composé de bons et de mauvais élèves, le même test, passé exactement de la même manière, a cette fois été présenté comme un exercice de géométrie. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, ce simple changement de contexte ou de présentation a eu des effets considérables sur les résultats obtenus dans ce second groupe. Là, les élèves doués ont été nettement meilleurs que ceux qui ont des difficultés en mathématiques, alors que le test était en tout point identique par ailleurs. Cette expérience démontre donc de manière flagrante les ravages de ce type de blocage psychologique chez les élèves qui ont une mauvaise estime d'eux-mêmes. Elle confirme donc les propos d'Idriss Aberkane à ce sujet, même s'il n'a pas non plus cité cette expérience dans son livre. Cette expérience de 2001 illustre également l'idée que l'apprentissage est plus efficace lorsqu'il est ludique. Le dessin est en effet plus facile à percevoir comme un jeu que les mathématiques. Celles-ci ne sont le cas échéant considérées comme ludiques que par les élèves doués en maths, pas par les autres. Il s'agit donc d'une seconde piste qui permettrait d'aider les élèves à surmonter leur blocage. Il ne s'agit pas cette fois d'agir sur leur estime d'eux-mêmes, ce qui est toujours utile, mais sur la perception qu'ils ont de la matière enseignée, pour qu'elle leur apparaisse comme étant agréable et ludique. Et pour reprendre la comparaison avec l'éléphant, il ne s'agirait donc plus seulement de lui dire qu'il est fort, mais aussi de lui montrer que le lien auquel il est attaché n'est pas solide, pour qu'il se détache de l'image héritée de son enfance d'une entrave indestructible. Pour conclure, puisque l'école n'a manifestement pas encore tiré toutes les conclusions qui s'imposent de ces découvertes déjà très anciennes, les idées défendues à ce sujet par Idriss Aberkane méritent au moins d'être prises en considération. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, merci de mettre un pouce bleu, de laisser un commentaire sympa et de vous abonner. Mais naturellement, vous êtes libre.